On lance l'enregistrement. Très bien. Est-ce que vous voyez l'écran partagé? Oui, Oui, oui. mais vous n'avez pas mis encore. Voilà, parfait. Ouais. Là, c'est en plein écran. Là, Parfait. c'est parfait. Merci beaucoup de cette invitation, ça me fait très plaisir. Et alors moi, je suis Alessandro Jedrowski, je travaille en ce moment au LAM, les Africains le Monde, laboratoire d'études africains à Sciences Po Bordeaux, où je suis chercheur postdoc dans le cadre d'un programme spécifique sous les diasporas africaines. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler des diasporas ni de migration, mais plutôt voilà, des relations Chine-Afrique en termes de médias. Pour introduire ce que je vais vous raconter, en fait, deux mots sur mon parcours de recherche et, disons, mon projet de recherche de ces dernières années qui m'a amené justement à m'intéresser à ces questions. Alors, j'ai fait mon doctorat, ma thèse de doctorat sur l'industrie audiovisuelle nigériane, qui est bien connue aujourd'hui sous le nom de Nollywood. En analysant un petit peu son fonctionnement, son histoire et notamment ses dynamiques d'internationalisation. Et par la suite, je me suis concentré sur une recherche comparative. J'ai élargi, disons, mon regard aussi à deux autres pays, la Côte d'Ivoire et l'Éthiopie, où des industries audiovisuelles sont nées suite à l'introduction de nouvelles technologies qui ont permis aux producteurs locaux de produire plus facilement parce que c'était beaucoup moins cher. Et donc, j'ai travaillé pendant plusieurs années sur cette recherche comparative parmi ces trois pays. Et dans ce cadre, j'ai développé progressivement une partie de ma recherche en m'intéressant au rôle grandissant d'acteurs en provenance d'autres pays du Sud dans ces industries. Donc, je me suis intéressé d'abord à la présence indienne, disons, et aux liens qui sont surtout des liens historiques avec Bollywood, l'industrie indienne de cinéma dans ces pays, et puis au fur et à mesure aussi à l'expansion progressive des compagnies chinoises dans ces pays et dans le secteur médiatique. Mais au fur et à mesure que je suis rentré disons, je me suis intéressé à cette problématique, j'ai aussi diversifié mon intérêt parce que je voulais aussi donner une profondeur historique, si vous voulez, à ces présences. Donc, j'ai étudié aussi la circulation des films de Kung Fu, par exemple. Ça, c'est un des exemples que j'ai discuté aujourd'hui, qui constitue un des premiers exemples de circulation massive de produits audiovisuels en provenance de ce qui est aujourd'hui la Chine. À l'époque, c'était surtout en provenance d'Hong Kong et Taïwan, mais en tout cas qui sont considérés comme des produits culturels chinois par les publics africains en majorité, et qui ont eu donc un succès énorme, massif dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne. Donc, je me suis intéressé à cette dimension historique, mais aussi à la manière dont la Chine et les relations avec la Chine sont représentées dans les médias africains, notamment dans les médias et dans les productions dans ces trois pays qui étaient mes terrains d'études. Et tout ça dans l'idée de, comment dire, d'approcher la question des relations Chine-Afrique en termes de médias à partir, disons, de dynamiques spécifiques, mais, comment dire, par le bas, par les interactions des acteurs. Donc, si vous voulez, et voilà, à travers les trois exemples, je montrerai trois perspectives différentes et trois dynamiques différentes qui se présentent lorsqu'on s'intéresse à cette question-là, et qui permettent aussi de montrer la diversité, la variété, la complexité de ces relations. Je vais donc me concentrer sur trois exemples qui constituent en vérité aussi sont au centre de trois articles que j'ai publiés au cours des dernières années. Donc, je commencerai par ce volet plus, disons, historique, en me concentrant sur la circulation de films de Kung Fu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et l'impact qu'ils ont eu sur l'émergence de certaines formes de culture populaire à travers les années 80-90. Puis, je ferai un coup de projecteur sur les personnages chinois dans les films éthiopiens, là aussi un phénomène récent lié justement aussi à l'explosion de la production en format principalement vidéo et ensuite numérique en Éthiopie. Et finalement, je parlerai de
la pénétration et l'expansion d'une compagnie de médias chinoise, Star Times, au Nigeria. Cette compagnie est présente dans bien d'autres pays, mais c'est au Nigeria que j'ai surtout analysé ces activités. De ces trois coups de projecteur, celui sous le travail sur les personnages chinois dans les films éthiopiens, ça fait partie d'une recherche que j'ai conduite avec un collègue britannique, Mike Thomas. Donc, vous trouverez au cas où, si vous êtes intéressé, aussi l'article qui est coécrit par moi et lui. Deux mots encore introductifs, disons, sur le cadre théorique, méthodologique de cette recherche. Alors, mon approche à l'étude des médias, moi, j'ai une formation en anthropologie, donc c'est dissocié, si vous voulez, un petit peu s'éloigne d'une approche plus typique des études en communication pour analyser les médias comme forme de pratique, donc pour essayer de garder ensemble la variété des pratiques qui ont lieu autour et en lien, en relation avec les médias. J'ai mis ici une citation de Nick Codre, qui est en vérité un chercheur plutôt Media and Cultural Studies britannique, mais qui a, comment dire, bien identifié cette approche qui est fortement liée et connectée aussi aux préoccupations qui sont celles de l'anthropologie des médias. Donc, l'idée, en fin de compte, c'est celle de ne pas dissocier les différentes perspectives qu'on peut avoir sur l'étude des médias, donc par exemple l'analyse de contenu, l'analyse des processus de production ou l'analyse des processus de réception ou encore l'analyse de la circulation. Donc, essayer de garder ces différentes dimensions ensemble pour montrer et se plonger dans la complexité des processus sociaux qui concernent les médias. Pour ce qui concerne donc mon intérêt spécifique pour ces interactions sud-sud, en quelque sorte, si dans ma thèse de doctorat, je m'étais principalement concentré sur les dynamiques de transnationalisation de l'industrie nigériane, en prenant en fait comme axe principal d'analyse l'axe nord-sud, donc la relation, notamment l'expansion de cette industrie, la circulation des films de Hollywood au nord, en Europe, et notamment grâce aux diasporas nigérianes présentes dans les pays européens. Ensuite, je me suis rendu compte à quel point ça devenait important aussi dans l'évolution de ces industries de prendre en compte des réseaux, si vous voulez, excentriques, plutôt sud-sud justement, qui ont eu un rôle très important dans l'évolution aussi esthétique de ces industries. Par exemple, j'ai déjà mentionné l'importance de Bollywood comme référence esthétique et culturelle pour beaucoup de cette production, mais aussi les télénovelas latino-américaines ont eu un rôle très important, ou encore les films de kung-fu. Donc, l'importance d'ouvrir ce regard pour aller au-delà, disons, des limites qui avaient été un petit peu imposées par un regard conditionné par la théorie de l'impérialisme culturel qui était dominant, ou en tout cas fortement influencé les débats, notamment dans le champ des études des médias aux années 80-90, et qui nous a amené à regarder un petit peu ces dynamiques sous le prisme de l'influence des médias occidentaux, et notamment américains, sur les productions culturelles et médiatiques des pays au sud. Dans ce cadre, l'idée, c'est aussi d'aller au-delà un petit peu de perspectives et de regards existants qui, notamment pour ce qui concerne les études sur la Chine-Afrique, notamment en termes de médias, se sont surtout développés sous la base du concept de soft power. Et en s'y faisant, ils ont prioritisé, disons, un regard un petit peu par le haut, ou un point d'accès par l'État chinois et ses intentions, disons, de politique culturelle, sans trop prendre en compte, disons, les dimensions plus micro des interactions interpersonnelles qui ont lieu, mettons, entre producteurs médiatiques chinois et africains sur le terrain, ou encore les interactions qui ont lieu entre public africain et contenu chinois. Donc ça, c'est un petit peu le cadre général que je présenter vraiment en deux mots. On pourra éventuellement en dire plus par la suite. Donc, je vais rentrer dans mes trois cas d'études qui permettent un petit peu de regarder la complexité de ces relations et leur variété. On commence donc par cette dimension plutôt historique. Alors, comme je le disais, même un regard assez superficiel en se baladant, si vous voulez,
dans le continent et en discutant avec les gens sous leur goût cinématographique et leur préférences, on s'aperçoit assez rapidement que les films de kung-fu ont eu un impact très, très important sur notamment sous les publics africains, notamment pour les couches, disons, plus populaires. Et ceci déjà à partir des années 80, un impact qui ne s'est pas forcément réduit avec les années, parce que ces films qui sont passés d'abord dans les salles de cinéma ont ensuite circulé énormément en vidéocassettes et encore aujourd'hui dans les vidéoclubs de quartier, tout ça. Donc, on assiste même aujourd'hui à un moment dans lequel de plus en plus d'Africains dans les différents pays prennent la caméra dans les mains et filment. Et donc, il y a une explosion depuis désormais au moins presque 20 ans, mais une explosion de production locale. Cette culture cinématographique liée au cinéma, au film de kung-fu revient aussi comme modèle. Donc, on assiste à la production de plusieurs formes, disons, de films de kung-fu à l'africaine. Mais étudier l'histoire de cette circulation n'est pas forcément facile parce que, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, mais c'est similaire dans d'autres contextes, on a peu de données sur même l'économie politique de cette circulation. C'est souvent, pour ce qui concerne la vidéocassette, c'est totalement informel. Pour ce qui concerne les salles de cinéma, c'est souvent, et on le verra dans un instant, plutôt dans le cadre des salles, disons, des quartiers populaires qui ont changé de propriétaires plusieurs fois, qui sont, dans la plupart des cas, souvent désormais fermés, ils ont été transformés en centres commerciaux, en églises, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas vraiment de données faciles d'accès. Et donc, je suis, disons, dans ma recherche, la suggestion d'une chercheuse américaine qui a étudié un petit peu la circulation des films de kung-fu, si je me souviens bien, au Zimbabwe, et en suggérant, disons, de se concentrer sur leurs traces, si vous voulez, sur les traces de leur circulation, ce qu'elle appelle les afterlives, les vies après la mort de ces films, la manière dont ils ont laissé, en fait, des traces dans les cultures urbaines de ces différents pays. Il faut dire que, là, je cite une recherche sur ces questions, mais globalement, il y a eu assez peu de recherches sur la circulation de films de kung-fu en Afrique subsaharienne. Ça commence à prendre plus aussi en lien la question de relations Chine-Afrique. Mais globalement, si on considère l'importance de ce phénomène, le nombre de recherches a été très, très marginal. Je dirais qu'on pourrait en compter 5 ou 6 en tout d'articles ou de chapitres qui se concentrent sur cette question. En Côte d'Ivoire, ce qui m'a amené à étudier ça, c'est tout d'abord le fait, la prise de conscience au moment où j'étais à Abidjan, conduisant ma recherche sur la production audiovisuelle locale, qu'il y avait un rebondissement de production qui, effectivement, incluait des références plus ou moins explicites à cette dimension de kung-fu. À la fois des films comme Les Enfants de Fouet qui se plongeaient plutôt de manière historique sur des mouvements culturels des gangs, notamment, je reviendrai dans un instant, développés en Côte d'Ivoire aux années 80, et qui mentionnaient beaucoup le film de Kung Fu comme inspiration, comme référence culturelle de ce mouvement, plutôt que des films comme Ultimatum ou Ivorian Crew, qui, des films, disons, à budget plutôt bas, produits au début des années 2010 en Côte d'Ivoire, qui sont en fait des films d'arts martiaux dans lesquels, notamment je pense à Ultimatum, les acteurs eux-mêmes, c'est des athlètes d'arts martiaux qui sont fortement inspirés par les films de Kung Fu d'un côté et par ce mouvement des IGI, ce mouvement qui s'est formé justement aux années 80 en Côte d'Ivoire et qui à son tour s'inspirait beaucoup de films de Kung Fu. J'ai été donc amené, je vais peut-être, ou sinon peut-être je garde les clips pour la fin pour ne pas me disperser en rentrant et sortant de PowerPoint. Donc j'aurai un petit clip de Ultimatum à vous montrer. Tout ça, ça m'a amené donc à devenir curieux à la fois sur la circulation de films de Kung Fu et aussi sur leur rôle dans la formation de ces mouvements de street gangs à Abidjan dans les années 80. Avant de regarder ça, donc j'ai dû... d'abord, il est important de
de souligner l'importance de la Côte d'Ivoire comme centre de circulation cinématographique régionale, déjà à partir de l'époque coloniale. Abidjan en particulier était vraiment le hub, disons, de la distribution cinématographique régionale, grâce aussi à l'existence de compagnies de la métropole, Sekma et Komasiko en particulier, qui contrôlaient la distribution de films dans toute la sous-région et qui donc ont gardé, ont permis, en fait, ils sont restés, ces compagnies ont existé jusqu'aux premières années après l'indépendance, et en gardant, disons, ce rôle central pour Abidjan. Il s'agissait aussi d'une ville, Abidjan, et d'un pays, la Côte d'Ivoire, avec un nombre très important de salles cinématographiques, officielles comme aussi des salles illégales, disons, où c'était plutôt des copies piratées qui étaient utilisées. Et la distribution était, comme je le disais, largement contrôlée par des entreprises françaises à l'époque coloniale et immédiatement après, mais aussi par des entrepreneurs libanais, et ensuite, à partir des années 70-80, par des entrepreneurs ivoiriens. Un nombre assez important de films étaient importés chaque année, comme vous voyez un petit peu par ces chiffres que j'ai pu retrouver par les archives, notamment d'un journal de quotidien principal de Côte d'Ivoire, Fraternité Matin, Fratmat, qui reportait donc les données du bureau de la censure. Il y avait à Abidjan, on peut, excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé, il y avait pratiquement 2 circuits parallèles de circulation cinématographique, un lié aux salles plus d'élite, plus orienté vers la fois l'élite locale et les expats, notamment dans des quartiers comme Cocody, Plateau, et puis un large nombre de salles dans les quartiers populaires qui étaient plutôt, enfin, évidemment moins chères et fréquentées par les classes moins aisées. Et dans ce sens, on peut voir aussi, si on regarde un petit peu la manière dont ces différents circuits étaient décrits dans la presse locale de l'époque, vraiment l'existence de ces 2 circuits qui participent d'une forme de différenciation sociale, c'est-à-dire que la circulation de films, le type de film qui était distribué, contribuait aussi à délimiter ces deux couches sociales différentes. Si dans les salles d'élite, il y avait surtout des films français et américains qui circulaient, dans ces salles populaires, il y avait surtout des films de Bollywood, des films de spaghetti western et à partir des années, fin années 70, des films de Kung Fu. Les films de Kung Fu arrivent en Côte d'Ivoire un petit peu plus tard qu'ailleurs. Il faut savoir que l'explosion du phénomène des films de Kung Fu est datée autour de la moitié des années 70. Et à partir de ce moment, les films de Kung Fu vont un peu partout dans le monde. Ils sont doublés dans plusieurs langues, donc ils arrivent un peu partout. C'est d'abord le grand succès aux États-Unis, et c'est à partir de ça, en vérité, qu'après, ça va ailleurs. En Côte d'Ivoire, ils arrivent un petit peu plus tard, donc on peut plutôt dater le boom des films de Kung Fu vers la fin des années 70, début 80, mais il est assez flagrant. Si on regarde donc les chiffres toujours qu'on peut retrouver dans ces archives de Fraternité Matin, on passe de aucun film de Kung Fu dans les salles d'Abidjan en 76 et à 95% des films montrés en 84. Donc, il y a eu un moment historique où ce produit était absolument dominant sous les écrans. Les films les plus populaires, ça je peux le dire à la fois par la consultation des listes des films qui circulaient et par mes conversations avec des gens qui fréquentaient les salles à l'époque, c'était les films du réalisateur taïwanais Joseph Kuo, ainsi qu'évidemment toutes les sagas de Bruce Lee et bien sûr d'autres films mineurs qui ont eu aussi leur succès, mais bon, ces deux cycles-là étaient les plus populaires. Et il est intéressant aussi de voir qu'au contraire, les films, parce qu'à un moment de son histoire, la Chine, aux années 80, la République populaire chinoise de Chine, face au succès international des films de Kung Fu, s'est posé la question de comment éventuellement s'inspirer de ce modèle, parce que ça faisait des années que
disons, le gouvernement chinois se demandait comment utiliser le moyen cinématographique comme outil un petit peu de propagande, mais aussi entre guillemets, de soft power. Mais les films chinois de l'époque étaient trop, comment dire, didactiques, trop politiquement rigides pour attirer vraiment l'intérêt du public. À ce moment-là, période qui correspond aussi évidemment à l'ouverture un petit peu de la Chine, fin années 70, années 80, le ministère de la Culture chinoise voit le succès des films de Kung Fu et se demande comment s'inspirer de ce phénomène. Et donc commence à produire aussi des films d'arts martiaux socialistes, mais beaucoup plus orientés au divertissement et à la propagande. Et certains de ces films circulent de manière très importante en Afrique subsaharienne. Donc c'est un cas d'étude en soi très intéressant, mais dans mes archives, je n'ai pas trouvé du tout de traces de cette circulation. Ça a été plutôt dans d'autres régions du continent. En tout cas, comme je le disais, ces films circulent principalement dans les salles populaires. Des salles qui sont, comme je le disais, assez fortement stigmatisées aussi sous la presse locale pour à la fois pour leur saleté, pour le type de population qui les fréquente. Ils sont considérés des lieux dangereux, des lieux où il ne faut pas aller, tout ça. La situation se dégrade progressivement aussi en relation à la crise économique, notamment des années 80. Mais en même temps, devient pour la jeunesse des quartiers des lieux d'apprentissage. Ça, il y a des recherches très intéressantes d'Eliane Delatour, par exemple, sur les mouvements, les loupards, les bandits, parmi lesquels il y a les IGI, dont on parlera dans un instant. Donc, c'est différents mouvements et groupes de jeunes qui agitent la vie urbaine de Côte d'Ivoire et en particulier d'Abidjan à l'époque. Pour ces jeunes, le cinéma est un lieu d'apprentissage où ils vont à la fois se mettre en relation entre eux, mais aussi s'inspirer énormément de ce qu'ils voient à l'écran. Et c'est dans ce cadre que justement les films de Kung Fu ont un rôle très important et plein d'éléments qui viennent de ces films inspirent aussi des formes de production culturelle qui émergent à l'époque. Donc, il y a différence, c'est une géographie assez complexe, celle des gangs et des groupes qui se forment à Abidjan et au Côte d'Ivoire entre les années 70, 80, 90. Il y a plein de différents termes qui sont utilisés et qui les gens définissent de manière pas forcément cohérente. Mais on peut dire qu'il y a, disons, un terme, le nushi, qui est un terme qui est généralement utilisé pour mentionner les gangs, les différents gangs, et en gros, en particulier, celles considérées comme plus violentes parce qu'ils utilisent des armes à feu dans leur manière d'agir. Mais le nushi, c'est aussi un langage, c'est le langage, disons, un petit peu le créole urbain ivoirien, qui devient le langage de cette nouvelle génération, leur manière de se réclamer une identité. Après, à l'intérieur de ce grand mouvement, le groupe qui m'intéresse le plus, c'est les IGI, qui se définissent comme ça, avec ce terme, un terme qui est syncrétique, qui prend des éléments de différentes langues parlées en Côte d'Ivoire, et qui a différentes possibles définitions. Selon certains, veut dire le guerrier moderne, selon d'autres, le caméléon. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les IGI se définissent eux-mêmes beaucoup en contraposition avec les Nushi, parce qu'ils combattent à l'arme blanche, et ils font donc de leur force physique leur point de force, en s'inspirant justement beaucoup de figures comme Bruce Lee, qui se battent toujours à l'arme blanche, et se définit aussi contre, disons, les loupards, une définition large qui définit donc ces membres de ces gangs comme juste des bandits, tandis que les IGI prétendent avoir un rôle social très important d'émancipation des jeunes, de contrôle de la sécurité dans les quartiers, tout ça. En tout cas, du coup, moi, je me suis orienté particulièrement vers les IGI, à la fois parce que j'ai eu, comment dire, la possibilité, et je reviendrai dans un instant, mais à l'époque où j'ai conduisais mon terrain, ce mouvement vivait une espèce de nouvelle jeunesse, pour des raisons principalement politiques. En tout cas, on en parlait, et du coup,
dans les différents entretiens que j'ai pu avoir avec les membres les anciens membres de ce mouvement, la référence au film de Kung Fu, aux arts martiaux asiatiques comme influence est très constante. Ces gangs ne faisaient pas que, disons, faire la bagarre dans les quartiers ou se tabasser entre eux dans les différents quartiers d'Abidjan. Ils ont été vraiment un élément clé de transformation des cultures populaires urbaines de l'époque à Abidjan, en inventant, voilà, j'ai déjà mentionné le nushi, ce jargon, cette langue, mais aussi des formes de danse, des formes de musique, notamment le Nyaman Nyaman, qui est considéré comme une danse à partir de laquelle des mouvements beaucoup plus connus comme le coupé décalé sont nés, et d'autres formes de musique. Là aussi, je vous montrerai ensuite un clip où John Pololo, qui était à l'époque considéré comme un des grands chefs, disons, de ces gangs, danse une danse, le Nyama Nyama, où effectivement il reproduit des mouvements qui sont directement pris par des films de Kung Fu. Ce mouvement, ce qui est intéressant, c'est aussi qu'il est progressivement englouti par la complexité de la crise politique qui touche la Côte d'Ivoire à partir des années 90, à la fin du régime de Houphouët-Boigny. Puisque si les gangs d'un côté sont l'expression même de la crise économique qui touche la Côte d'Ivoire aux années 80, du taux de plus en plus important de chômage et de la difficulté d'une transition générationnelle entre les aînés qui avaient amené le pays à l'indépendance et ces nouvelles générations qui sont en partie fortement scolarisées, mais qui ont beaucoup de mal à trouver leur place dans la société. Donc, et en même temps, il devient au fur et à mesure des éléments donc, de désordre dans la société jusqu'au moment où Houphouët-Boigny lui-même essaie de les coopter. C'est très intéressant, ce n'est pas forcément en lien avec notre thématique d'aujourd'hui, mais les membres de ce mouvement racontent de manière très détaillée la manière dont Houphouët-Boigny les a invités dans le palais présidentiel pour, en fait, eux, ils craignaient d'être juste arrêtés et mis en prison parce qu'il voilà, il s'aimait en fait les troupes dans la ville, mais en fait, Houphouët-Boigny les invite à devenir sa garde rapprochée en quelque sorte. Demande à Mouchard à Mamie. J'entends quelqu'un parler, il y a peut-être un micro. Oui, je pense qu'il y a un micro ouvert. Voilà. En tout cas, ce qui peut nous intéresser pour aller vers la fin de ce premier cas d'étude, c'est qu'ils voilà, sont de plus en plus, ils sont ramenés dans cette crise politique, ils sont même amenés à devenir une espèce de force paramilitaire qui, Houphouët-Boigny imagine comme sa garde rapprochée face aux troubles qui devient de plus en plus important. Sauf qu'après, Houphouët-Boigny meurt en 1993 et dans la suite de la crise politique, dans laquelle je ne vais pas rentrer, mais en fait, au fur et à mesure, les IGI tombent, comment dire, en disgrâce. Ils sont même persécutés par les nouvelles forces politiques, notamment au moment du coup d'État de 99. Et beaucoup sont forcés à s'exiler ou à comment dire, se rendre un peu invisibles. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où, en 2011, Ouattara revient au pouvoir, Ouattara qui était historiquement fortement lié aussi à Houphouët-Boigny, et dont on dit que dans son entourage, au moment de la prise de pouvoir, se retrouvaient plusieurs IGI. Bakayoko, par exemple, qui est devenu ensuite son premier ministre, était un ancien IGI. Donc, il revient sous le devant de la scène, et c'est à ce moment-là que je les ai rencontrés en 2014-2015 pendant mes terrains. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, leur histoire était remise en valeur et avec elle, du coup, aussi ces références culturelles fortes au film de Kung Fu, à une conjoncture particulière qui est celle aussi d'une action de plus en plus forte de la Chine en Afrique en général, en Côte d'Ivoire également. Chine qui faisait aussi objet de débat, l'intervention chinoise, notamment dans l'époque de Babo et Ouattara, parce qu'elle était vue comme une puissance tiers qui aurait pu aider éventuellement à sortir de l'influence considérée par plusieurs comme étouffante de la France. Donc, dans ce cadre, en quelque sorte, ce que je trouve intéressant et que j'essaie de développer aussi dans l'article qui est sur ce cas d'étude, c'est de voir un petit peu le film de Kung Fu et son influence dans la vie urbaine abidjanaise comme un fil rouge qui nous permet en vérité de lire l'histoire récente politique ivoirienne.
Et du coup, si c'est le cas, si tu peux dire que ces films sont un peu un fil rouge, reste la question de pourquoi, en fait, précisément ces films. Et du coup, c'est dans les réponses, dans les discussions qu'il y a eu avec les IGI, qu'on voit qu'en fait, il y a plusieurs éléments, et aussi on trouve des éléments dans la maigre littérature sur la circulation de films de Kung Fu en Afrique, qui montrent l'intérêt de ce film pour les publics africains des années 80-90, parce que c'est des films qui, à la fois, ils insistent sur cette dimension des techniques de soi, du contrôle et de la capacité, disons, du pauvre de s'émanciper à travers sa force mentale et physique. Et autre question très importante, c'est contrairement aux films, par exemple, de cowboy et les films western qui étaient très populaires en Afrique subsaharienne, notamment à l'époque un petit peu plus tôt, aux années 50-60, ici, les héros, ce n'est pas des blancs, disons, et souvent, il y a aussi une dimension, si vous voulez, un petit peu raciale de conflit, dans laquelle ces héros asiatiques gagnent sur des méchants qui seraient européens ou blancs. Mais encore plus que ces dimensions, il y a là-dedans l'expression, la possibilité de trouver un référent culturel qui permet d'un côté de moderniser une tradition qui est très présente en Côte d'Ivoire et dans la région, qui est celle des guerriers, les Dozo par exemple, qui ont un rôle très important social, traditionnel, et qui inspirent beaucoup les membres de ces gangs, mais qui ont quand même en même temps une identité ethnique spécifique. Alors, la référence au film de Kung Fu permet de garder un lien avec cette tradition tout en l'ouvrant, en la rendant plus cosmopolite et à même en fait de devenir un référent culturel national au-delà des divisions ethniques qui partagent la Côte d'Ivoire et qui sont en vérité à la base aussi des troubles politiques. Donc en fait, en quelque sorte, ce qui est intéressant, c'est qu'en s'appropriant de ce film et en créant ce mouvement, les Égéis, la Lanouché, tout ça, ces gangs participent en vérité à la construction de la nation par le bas en inventant des formes de culture populaire transversales. Et voilà, ce qui m'intéresse moi particulièrement, notamment en relation à la thématique d'aujourd'hui, c'est le rôle très intéressant qu'il y a cette production culturelle asiatique chinoise dans ce processus. Et c'est intéressant, pour terminer là-dessus, de souligner à quel point, en fait, la Chine, notamment à partir des années 2000, dans son retour massif en Afrique, a très peu utilisé les films de Kung Fu comme instrument de soft power. Enfin, elle a très peu essayé pendant les premières années de capitaliser sur ce succès et cette influence culturelle, notamment parce qu'à la fois, pour les Chinois, c'est des films qui sont devenus aussi stigmatisants, c'est-à-dire que le film de Kung Fu a participé à créer des stéréotypes chez les Chinois. On le verra, par exemple, dans un des films dont je vais parler dans un instant. Et aussi, bien sûr, c'était considéré comme des films produits par Hong Kong. À l'époque, Hong Kong, c'était, comment dire, au-delà du contrôle direct du Parti communiste, ainsi de suite. Donc, mais plus récemment, cet héritage et cette dimension-là est de plus en plus récupérée. On le verra quand on parlera de l'exemple de Star Times. Cette chaîne insiste, par exemple, beaucoup sur les films de Kung Fu. Elle a créé des chaînes de Kung Fu spécifiquement dédiées à ces films, au sens large, donc aussi les films d'arts martiaux plus récents chinois. Et aussi, les centres Confucius, par exemple, organisent des cours de Kung Fu. Il y a tout un nouveau phénomène de réappropriation de Kung Fu comme instrument d'influence culturelle. On passe donc au deuxième cas d'étude qui concerne l'Éthiopie. Éthiopie, pays qui, malgré le fait que peut-être ça soit sûrement moins visible que le cas, mettons, des films de Nollywood qui sont désormais sur Netflix et tout le monde en connaît en fait l'existence, ou encore le phénomène des séries télé ivoiriennes qui sont, pour toute personne qui fréquente l'Afrique de l'Ouest, quelque chose d'assez connu, le succès de séries comme Ma Famille. Bon, donc, si le cas nigérien et ivoirien sont bien plus
facile à comprendre, à imaginer. Le cas d'études éthiopien est moins connu, tout étant très intéressant parce que voilà, c'est une explosion massive de production à partir des années 2000 qui est liée, contrairement aux deux autres cas d'études, aussi au retour de la salle de cinéma comme centre vraiment comme lieu social aussi de consommation de cette production. Donc ici, vous voyez par exemple sur la gauche de l'écran une file devant un cinéma à Addis Abeba en 2014. À l'époque où j'ai conduit mon terrain, littéralement, à n'importe quelle heure du jour, même souvent en plein après-midi, on pouvait trouver des longues queues face au cinéma, notamment de jeunes personnes, et pour aller voir des films éthiopiens, parce qu'à 90%, les films montrés, c'était des films éthiopiens produits localement. Et à droite, on voit une cérémonie de prix dans un grand hôtel d'Addis Abeba. Donc, dans le cadre de toute cette production, on y reviendra dans un instant, il y a un corpus qui n'est pas énorme, mais qui a attiré donc mon attention, de films qui ont des personnages chinois dans des rôles importants. Et donc, c'est sur ça que je vais me concentrer dans un instant. Pour y arriver, il est important quand même de dire encore deux, trois trucs sur l'histoire de cette... et sur le contexte, disons, de production de films en Éthiopie. Une première chose qui est importante pour la suite de mon argument, c'est le rôle de la censure. Donc, l'Éthiopie, on sait bien, c'est un pays où il y a quand même un contrôle très, très fort des institutions de l'État sur la sphère publique, sur la société, qui se traduit aussi, c'était bien sûr le cas à l'époque de Derg, mais autant après, et qui se traduit par un cadre institutionnel assez compliqué concernant la censure, parce que si d'un côté, elle est formellement interdite dans la Constitution, et ça parce que cette Constitution est née justement de la guerre de libération contre le Derg, donc censure interdite, mais de l'autre côté, en vérité, toute production locale doit être envoyée à un bureau pour obtenir une licence, bureau qui siège dans l'Office de la culture et du tourisme d'Addis Abeba. Pourquoi Addis Abeba et pas un bureau national? Parce qu'en vérité, 95% de la production locale est centrée à Addis Abeba. Du coup, cette situation a probablement évolué parce que je n'ai pas encore mis à jour mes données. Il y a eu des tentatives de créer une loi nationale sur la production, donc je ne sais pas où ils en sont. En tout cas, à l'époque de mon terrain, ça c'était la situation. Et ce bureau, d'un côté, il prétend faire juste un contrôle lié au contenu sur l'ethnicité, notamment aux questions ethniques, religieuses et morales, si on veut. Mais son existence amène les producteurs à une très forte forme d'autocensure parce qu'ils sont conscients que tout contenu politiquement explicite risque pas seulement la censure, mais aussi éventuellement d'amener des ennuis aux producteurs. Et dans ce cas, du coup, en revitalisant une tradition qui est très forte dans la production culturelle, à la fois littéraire, mais aussi culturelle populaire, éthiopienne et amharique en particulier, les réalisateurs se sont orientés sur cette construction narrative qui est définie comme celle de la cire et de l'or, Wax and Gold. Elle a été définie comme ça par exemple, un critique cinématographique éthiopien, Teshome Gabriel, mais revient beaucoup dans la littérature, disons, qui existe en Éthiopie sur la production, notamment littéraire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est qu'on enveloppe la signification, le sens profond d'une œuvre sous plusieurs couches d'autres éléments narratifs pour la cacher au fond de l'œuvre. Donc, ce qui est censé donc permettre de faire circuler un message parfois aussi politique important, mais presque de manière cryptée, si vous voulez, de manière codifiée, pour faire qu'en fait le public seulement puisse arriver à le comprendre à travers un processus d'interprétation, mais que ça ne soit pas immédiatement évident et du coup impossible à cibler avec la censure. Cette question reviendra dans un instant
comme assez important pour comprendre la structure narrative de ce film avec les personnages chinois. Comme je vous disais, donc, il y en a plusieurs. Là, j'ai mis juste les exemples principaux et ça reste les exemples liés à ma recherche en 2014-2015. Donc, par la suite, il y en a eu d'autres que je ne sont pas signalés ici. Parmi ces films, je vais brièvement mentionner deux exemples, en particulier le film Seraph et le film Made in China, qui permettent de voir deux exemples un petit peu opposés, différents. Made in China est une comédie qui raconte l'histoire de trois amis. Enfin, au départ, ils ne se connaissent pas, ils sont même, comment dire, des rivaux, mais très vite, ils créent une petite bande. L'acteur, le protagoniste chinois, il vient de sortir de prison où il avait été condamné en raison d'une fraude qui avait fait quelques années auparavant, et ces deux compagnons sont en fait des brouillards qui vivent un peu de petites arnaques dans la ville d'Addis Abeba. Les trois forment un petit peu une équipe, et leur projet, c'est de conduire un certain nombre de fraudes axées précisément sur des activités chinoises, des fausses activités chinoises, que ce soit dans la médecine plutôt que dans les travaux de construction ou autre chose, pour arriver à accumuler suffisamment d'argent pour partir en Chine. Tout ça est construit de manière très comique, donc il y a plein de rebondissements dans lesquels, au fond, la question, c'est de montrer à la fois les stéréotypes éthiopiens envers les Chinois, mais aussi des dynamiques internes spécifiques à la société éthiopienne en ce qui concerne leurs relations aux étrangers, par exemple, et leurs relations voilà, à la diversité. Dans le deuxième film qui nous intéresse, Seraph, la question centrale est plutôt celle d'un mariage mixte, d'une femme éthiopienne et d'un homme chinois. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand la fille ramène son compagnon chinois à la maison, le père, il est complètement terrifié, abasourdi, il s'évanouit. Donc, très vite, le film se développe sous cette tension où le papa ne veut absolument pas que sa fille marie un Chinois. Sa fille continue et insiste. Et du coup, pour finalement accepter qu'il soit intégré à la famille, le garçon chinois est obligé à passer à travers toute une série d'épreuves, soi-disant des preuves culturelles qui montreraient si et comment, à quel point il est capable d'intégrer la culture éthiopienne. Là aussi, c'est une comédie. Et où à la fin, bon, le garçon chinois est intégré dans la famille. Ce qui est intéressant, c'est que en reprenant un petit peu quelque chose qui est typique des films africains populaires, disons de style de premier Hollywood, enfin, dans cette masse de production de films à bas budget qui existe désormais en Afrique, il y a quand même énormément de films qui s'intéressent aussi à la représentation de l'autre, que ce soit l'autre européen, l'autre indien, l'autre chinois. Et assez généralement, là, je m'inspire aussi des études que, par exemple, Jonathan Haynes a fait sur la représentation de l'Europe dans les films de Hollywood. Il y a une tendance à utiliser ces personnages ou ces settings d'un ailleurs plutôt comme outil ou instrument narratif pour créer un sens d'exotique, pour attirer un public différent. Et il y a très peu un intérêt réel pour cette diversité, pour cette altérité. Souvent, les acteurs qui impersonnent, mettons un Européen, dans ce cas un Chinois, c'est des acteurs non professionnels. Souvent, ils ne parlent pas même la langue parlée dans le film. Dans Seraph, l'acteur chinois ne parle pas un mot d'amérique, pas non plus d'anglais. Donc, il est un petit peu comme tombé des nues, en fait, dans ce film. Contrairement à Made in China, où l'acteur, qui est en vérité coréen, a grandi à Addis Abeba, donc il parle très bien l'amérique, et c'est précisément ça aussi un des éléments sur lequel le film joue beaucoup. En tout cas, grosso modo, on peut dire que cette présence n'est pas, d'une manière ou d'une autre, un peu de manière similaire, si vous voulez, à Hollywood des années 50, 60, ou encore Hollywood d'aujourd'hui, qui souvent
produit des films dans des pays éloignés sans mettre aucun soin dans la représentation de ces pays. Et, en tout cas, en fin de compte, on dirait qu'il y a une espèce de représentation un petit peu stéréotypique, mais en même temps, cette représentation produit un impact et participe, disons, de reproduction d'un discours aussi, éventuellement des stéréotypes, même si, comment dire, dans Made in China, par exemple, ces stéréotypes sont thématisés et sont critiqués. Mais souvent, et c'est ça qui nous ramène à l'exemple, à la discussion sur la cire et l'or que j'ai fait il y a un instant, ces personnages permettent en vérité, et c'est ça aussi l'explication qui nous a été donnée largement par les producteurs de ces mêmes films, de parler d'autre chose. Donc en fait, ils parlent de ces personnages chinois pour en fait parler d'autre chose, exprimer une critique notamment de la société éthiopienne, dans un contexte où toute critique, notamment politique, est presque impossible à formuler. Donc dans Zeraf, apparemment, et ça c'est assez intéressant, le papa, par exemple, de la fille, ce qu'ils nous ont expliqué les réalisateurs, n'est pas... parce qu'en fait, ce qui déclencherait le malaise du père quand il voit le garçon chinois, c'est que quelques années auparavant, il avait été blessé dans l'explosion d'un générateur électrique qui était de production chinoise. Donc, il déteste tout ce qui est chinois. Mais selon les producteurs, en fait, cette histoire du générateur, ils l'ont mise dans l'histoire pour souligner une critique à l'État éthiopien du fait de la défaillance des infrastructures éthiopiennes qui amène les gens à devoir s'acheter un générateur. Et donc, la vraie critique, au fond, c'est une critique contre le gouvernement et sa gestion des infrastructures locales et pas du tout contre les Chinois. In Made in China, là aussi, ici, l'histoire nous montre cette critique des stéréotypes, etc. Au fond, les réalisateurs nous ont dit, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de souligner à quel point le gouvernement éthiopien il est incapable de mobiliser ses forces et de nous, comment dire, de faire, comment dire, d'insister sur sa propre capacité de se développer et il ne fait confiance qu'aux interventions étrangères, notamment chinoises, pour mener à la fois aussi des questions de travaux infrastructurels, notamment, mais pour mener la machine du développement éthiopien. Donc, comme vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que finalement, malgré le fait que ces films parlent de la Chine et des personnages chinois ou de ces interactions, au fond, dans les intentions, la critique est orientée ailleurs. Mais malgré ça, et c'est ça qui est aussi intéressant et complexifie le cadre, la cire est parfois prise comme or, donc ça se prête à mécompréhension. Et dans ce cadre, l'exemple de Zeraf est très intéressant parce que malgré voilà, ces intentions qui font été de critiques au gouvernement, le gouvernement a quand même censuré le film, mais pas parce qu'il se sentait critiqué, mais parce qu'il considérait le film trop critique vis-à-vis des Chinois. Dans un moment de très fort rapprochement entre la Chine et l'Éthiopie, le gouvernement a considéré que ce film était trop, montrait une caricature trop extrême du régime des Chinois en Éthiopie et a donc voulu l'interdire. Voilà, tout ça, évidemment, comment dire, l'intention, l'intérêt pour moi de ce cas d'étude, c'est pour montrer la complexité de ces perceptions telles qu'elles sont exprimées, représentées dans des formes de culture populaire, parce que là où on s'est intéressé jusqu'aujourd'hui à la représentation médiatique de présence chinoise en Afrique, on s'est beaucoup concentré à la fois d'un côté sur les reportages officiels, mettons, de télévision chinoise en Afrique, quel type de relations représentent, ou sur le rôle, par exemple, des journalistes africains dans la représentation de la Chine et des Chinois en Afrique. Très peu, on essaie de comprendre comment cette présence se manifeste ou joue dans le monde de la culture populaire, dans les perceptions, si vous voulez, un peu casuelles, quotidiennes, produites par ces cultures. Et ce petit coup de projecteur permet, à mon avis, de voir un petit peu la complexité qui joue ici entre
voilà, la question des stéréotypes, d'origine, mais aussi d'autres dimensions purement locales qui souvent ont fait le dessus, sont les questions prioritaires dans le cadre de ces représentations. Souvent, cette culture populaire filmique, elle s'oriente surtout à des formes de critiques internes qui s'intéressent aux sociétés elles-mêmes. Elle s'intéresse relativement peu d'exprimer si vous voulez, des avis ou des perspectives plus larges sur, mettons, la présence chinoise en Afrique au sens plus large. J'arrive comme ça à mon troisième cas. Vous me dites aussi comment ça va à niveau de temps. J'ai encore une quinzaine de minutes, si ça vous va. Oui, oui, parler oui. Ah, donc, vous êtes libre, oui. Parfait. Et donc, pour ce qui concerne le troisième cas, là, on passe vraiment un peu à une échelle différente, celle donc des grandes interventions du capital, si vous voulez, dans la dynamique de la production. Et le cas de la compagnie StarTimes, c'est particulièrement intéressant parce que c'est une compagnie de télévision par satellite et par câble qui est devenue au cours des dernières années assez, presque dominante dans l'espace subsaharien. L'expansion de cette compagnie en Afrique intervient à un moment particulier qu'il faut tenir en compte, c'est la transformation, la transition obligée, si vous voulez, par un accord de l'Union internationale des télécommunications, une agence de l'ONU. Donc, échéance de transition du signal analogique au signal numérique qui était fixée pour 2015, puis selon les pays, ça a été retardé, mais en tout cas, une transition infrastructurelle majeure la plupart des pays africains n'avaient pas les moyens à la fois technologiques et budgétaires pour entreprendre toute seule. Et donc, il y a eu dans ce cadre cette compagnie qui a une grande expérience de ces questions-là en termes infrastructurels en Chine. Elle s'est projetée en Afrique. Elle a gagné plusieurs marchés ou développé des partenariats avec des agences de radiodiffusion nationale pour faire cette transition. Transition dont l'utilité a été débattue, mais bon, c'est plus forcément important parce que de toute manière, c'est passé, mais il y a des pros et des contre, évidemment. Le pro, c'est ça multiplie la possibilité le nombre de chaînes et donc la possibilité, la diversité des contenus et donc les possibilités économiques pour le secteur local. Le contre, c'est que ça oblige tout le monde à une transition très coûteuse, à la fois pour le public, parce qu'il faut changer d'appareil, mais aussi pour les producteurs, parce qu'il faut des caméras, des câbles, tout un tas d'infrastructures autres. Et donc, comme c'est effectivement manifesté dans certains pays, ça peut produire aussi de l'exclusion, c'est-à-dire qu'on oblige une transition, il y a une certaine partie du public qui ne peut pas suivre la transition, et donc même des publics qui avaient une télévision ne l'ont plus suite à cette transition parce qu'ils n'ont pas les moyens de racheter un nouveau poste. C'est précisément aussi en relation à ça qu'intervient StarTimes parce qu'elle propose de faire cette transition à des coûts très bas et de aussi mettre sur le marché des technologies plus accessibles. Et donc, cette compagnie est d'autant plus intéressante parce que c'est la seule compagnie de médias privée chinoise à avoir l'autorisation du gouvernement à exercer à l'étranger. Elle exerce uniquement en Afrique. Elle est à la fois dédiée aux infrastructures, mais aussi à la production et circulation de contenus, notamment de divertissement, ce qui est aussi intéressant parce que ça la diversifie profondément des autres compagnies, notamment des compagnies de médias d'État comme CGTN et d'autres, qui ont fait par contre l'objet de plusieurs études, mais qui ne font que produire des news, et dans ce cadre sont beaucoup plus proches, disons, des priorités, disons, de propagande du gouvernement. Donc, cette compagnie, comme je le disais, en profitant de cette conjoncture particulière, du passage de l'analogique au numérique, elle s'est élargie dans le continent de manière très rapide. Elle est rentrée dans les marchés africains en 2002 et aujourd'hui, elle est active dans 23 pays, mais elle a des sièges aussi dans d'autres pays où elle n'est pas implantée encore de manière importante. Et elle est en pas de devenir, selon les projections, elle pourrait devenir la plus grande
en termes d'abonnement, le plus grand opérateur en Afrique subsaharienne. Pour ce qui est du Nigeria, c'est très intéressant parce que cette compagnie est toujours en rentrant au cheval de cette transition. Elle a obtenu un partenariat avec la NTA, National Television Authority, qui lui a permis de, en vérité, être l'acteur dominant du marché audiovisuel local avec 70% de ce partenariat, ce qui lui permet d'ailleurs de contrôler en grosse partie les infrastructures de l'audiovisuel et de la radiodiffusion nationale et d'être à sa manière un petit peu le gatekeeper pour l'entrée d'autres acteurs. Même si voilà, ça reste très ouvert et très dynamique, le marché audiovisuel nigérian, mais StarTimes a pu, notamment ce qui concerne le secteur des infrastructures, obtenir une position dominante grâce à ce partenariat. Ce qui lui a permis d'ailleurs, on y reviendra dans un instant, de se faire percevoir souvent comme une marque locale, parce que souvent dans les logos, en fait, on ne voit plus le côté StarTimes, on voit que NTA. Du coup, tout le monde connaît NTA au Nigeria, c'est la télévision nationale. Donc, mais ce fait de passer pour une marque locale a aussi provoqué des problèmes, on y reviendra. En tout cas, ce qui caractérise l'intervention d'un point de vue aussi des contenus de cette compagnie. Bon, tout d'abord, comme on l'a dit, elle a fait de la compétitivité commerciale son point de force dans les premières années en proposant à la fois des technologies, mais surtout des bouquets et donc des abonnements beaucoup moins chers que ceux proposés par les rivaux, comme notamment DSTV, une chaîne sud-africaine qui était dominante jusqu'à l'époque. Et donc, elle a fait, si vous voulez, des publics moins aisés, sa cible principale, ce qui lui a permis de s'élargir très rapidement au Nigeria, mais en vérité dans plein d'autres pays africains. Son offre, notamment au départ, elle était considérée comme plutôt de mauvaise qualité, entre guillemets, même tout étant assez varié. Enfin, en termes de news, il y a les classiques, il y a BBC, Al Jazeera, mais aussi beaucoup de chaînes chinoises et aussi les chaînes nationales nigérianes. Mais là, ce qui est intéressant, c'est du point de vue des contenus de divertissement. Là, une grande particularité, c'est la grande quantité de contenus chinois doublés dans des langues africaines. Ça, c'est une stratégie qui s'est développée au fur et à mesure dans les années, mais qui est devenue assez importante, donc notamment des séries chinoises, mais aussi des séries indiennes doublées en Yoruba, en Hausa, ainsi de suite. Et aussi des chaînes de kung-fu, comme je le disais avant, et bien sûr, là aussi, des chaînes, par exemple, de films indiens qui sont incontournables dans l'offre télévisuelle en Afrique subsaharienne ou de telenovelas et tout ça. Cette question de doublage est particulièrement intéressante parce qu'elle constitue en quelque sorte un exemple unique en Afrique subsaharienne en termes de produits de divertissement. On connaît depuis très longtemps l'existence de radio, par exemple, dans les langues africaines, mais en termes de production audiovisuelle, pratiquement aucun acteur majeur international s'était concentré économiquement à faire des investissements sur le doublage. C'est tout récent l'intérêt que Canal+ a commencé à mettre dans les productions en lingala, par exemple au Congo, mais c'est très récent. Ici, on parle de quelque chose qui commence à avoir lieu déjà au début des années 2010. C'est intéressant, d'autant plus si on pense comment, mettons, Canal+ investit beaucoup ou a investi au Nigeria, en Côte d'Ivoire pour faire doubler des films nigériens en langue française. Donc, si vous voulez, la grande différence de stratégie qu'on peut voir ici, d'un côté, la stratégie de faire passer tout au français dans son offre de Canal+ historique, et de l'autre côté, ici, un passage vers les langues locales. Donc, une utilisation de la langue dans les politiques de soft power très, très différente. Qui a d'ailleurs une histoire, parce qu'en vérité, le gros cinéma chinois avait déjà doublé un film notamment aux années 50-60, un film chinois dans des langues africaines pour essayer de le distribuer en Afrique. Donc, c'est un type de procédé d'idée qui a une histoire longue. En tout cas, en plus, ce qui est intéressant, c'est que ce doublage se fait sous la base du recrutement de doubleurs partout dans le continent à travers des compétitions, au Nigeria notamment, des compétitions de doublage qui sont organisées un petit peu comme des reality shows, à travers lesquels on recrute notamment 1, 2 par pays,
à qui on offre des bourses pour étudier à Pékin, se former professionnellement comme doubleur et être embauché par StarTimes pour faire le doublage qui se fait jusqu'à aujourd'hui en Chine, même s'il y a un projet de construire un grand bureau de StarTimes au Kenya pour centraliser le doublage en langue africaine. En tout cas, voilà, tout un monde souterrain qui, d'ailleurs, j'aimerais beaucoup étudier de manière qualitative en faisant des entretiens, en suivant un peu la vie de ces doubleurs, mais pour l'instant, notamment à cause du Covid et du blocage total de la Chine, ça a été assez difficile. StarTimes, au-delà de ces questions, s'est beaucoup intéressé aussi à la dynamique de production locale, donc, notamment étant au Nigeria, à Nollywood, en ouvrant des chaînes dédiées à ce contenu, où ils rachetaient juste des contenus déjà produits, la chaîne eStar, puis ensuite des formes de partenariat avec des chaînes qui avaient déjà une offre importante, mais aussi en créant des chaînes en langue locale ou aussi des films nigérians dans des langues comme le Yoruba, l'Hausa, ou l'Igbo pouvaient circuler. Et finalement, est arrivé plus récemment à la production, donc à l'engagement direct dans la production de contenus locaux. Ce qui est particulièrement intéressant parce que ça chamboule aussi, ça change les dynamiques de la relation entre cette compagnie et les producteurs locaux. Elle a aussi, cette compagnie, essayé de promouvoir des possibilités de partenariat et de liens entre opérateurs de la production nigériens et chinois. Ça, dans le cadre d'initiatives plus larges, d'espèces de foires de l'audiovisuel chinois qui ont été organisées dans plusieurs pays, mais aussi des trucs plus ciblés, aussi des saisons de cinéma africain en Chine. Et peut-être aussi, comme résultat, disons, de toutes ces activités-là, on a pu voir récemment, en 2019, la création d'un premier partenariat vraiment de taille entre une boîte de production chinoise et une boîte de production nigériane, Wawa Media, qui est une des leaders, disons, du marché de la production cinématographique chinoise, qui a aussi largement participé à la production de grands blockbusters américains, et Film One, qui est considéré probablement comme le studio le plus important au Nigeria en ce moment. Ils ont fait un partenariat, en incluant d'ailleurs aussi un producteur sud-africain, pour produire toute une série de films, dont un film qui s'appelle 30 Days in China, qui n'a pas été encore produit en raison du Covid qui a bloqué tout le processus, mais c'est un film coproduit par un grand star comédien nigérien qui a fait toute une série d'autres films, 30 Days in Atlanta, 30 Days, je ne sais pas où. En tout cas, il a une série de comédies sur le voyage, etc. Et l'idée de ce film, c'est de faire cette comédie en Chine en mettant à la fois d'un côté cette star nigériane et une star chinoise pour que le film puisse aussi éventuellement être distribué en pariant justement sur la présence aussi de Wawa Media en Chine. C'est qui serait effectivement un énorme tournant pour l'économie de Nollywood, parce que s'ils arrivent de manière ou d'une autre à travers des coproductions et des formes de films de ce genre à rentrer dans le marché chinois, vous imaginez bien à quel point ça peut changer la donne. Et pour Wawa Media, c'est la possibilité au fur et à mesure de rentrer dans le marché africain. Il y a apparemment aussi l'intérêt grandissant de compagnies de salles de cinéma chinoises qui voudraient construire des chaînes de salles au Nigeria, ce qui ne s'est pas fait pour l'instant, mais qui fait l'objet de beaucoup de discussions au Nigeria. Quel genre de réaction provoque tout ça chez le public? Comme je disais tout à l'heure, StarTimes a essayé, en quelque sorte, à travers cette politique de partenariat, de se faire passer un petit peu pour une marque locale, mais comme je disais, ça a été un peu un effet à double tranchant, parce qu'en vérité, si d'un côté, ça ne fait que suivre, si vous voulez, une tradition chinoise de passer par les institutions étatiques, dans le contexte nigérian, où aussi l'État souffre d'une très mauvaise réputation, où il y a une forte méfiance face à l'État et où une compagnie comme NTA a une très mauvaise réputation pour la qualité de ses programmes, inclus les news, le fait de se rallier à un acteur de ce genre n'est pas forcément quelque chose qui permette de gagner une bonne réputation auprès du public local. C'est dans ce cadre, en fait, malgré le fait que StarTimes a essayé au fil des années d'améliorer son offre, d'inclure de plus en plus de produits de qualité, inclure aussi des produits de sport de qualité, parce que c'est sous le sport aussi que ça se joue beaucoup la compétition en termes d'abonnement. Ça reste une compagnie et
une marque qui est considérée comme cheap, comme de mauvaise qualité. Et ici se croise à la fois la perception mauvaise, largement répandue face aux produits chinois, aux technologies chinoises, et ainsi de suite, qui est assez répandue en Nigeria, et la mauvaise réputation des agents étatiques comme NTA fait une mixture un petit peu entre guillemets explosive qui fait que StarTimes, malgré ces transformations et le fait qu'aujourd'hui, à plein d'égards, elle n'a rien de moins que ses rivaux comme DSTV, la sud-africaine DSTV ou Canal+, a du mal à aller au-delà de cette couche de public des moins aisés qui fait le socle en fait, de sa pénétration. C'est qui, du coup, met en question, et ça, c'est aussi, ça fait partie des réflexions que les opérateurs de cette compagnie se posent de plus en plus, ça a un impact sur le type de potentiel de soft power que cette compagnie peut arriver à exercer. Parce que voilà, les élites restent loyales à d'autres types de contenus et d'autres acteurs. Il y a aussi eu des réactions assez complexes à l'intérieur de l'industrie où l'arrivée et l'expansion de StarTimes d'un côté a participé à cette vague d'inquiétude de beaucoup de producteurs à l'intérieur de Nollywood face à l'appropriation progressive de cette industrie, de l'économie de cette industrie par des grandes compagnies internationales, DSTV, StarTimes maintenant, et puis aussi Netflix, Amazon de plus en plus rentrent dans cette industrie, ce qui d'un côté est vu comme très positif parce que voilà, c'est du cash qui rentre, c'est des opportunités, mais de l'autre, c'est aussi quelque chose d'inquiétant parce qu'une industrie qui était née comme horizontale, faite de plein de petites boîtes de production très indépendantes et très libres à leur manière, qui avaient créé un système économique qui se tenait, se voit de plus en plus bouffé en fait, par ces grands acteurs internationaux qui leur laissent aussi beaucoup moins de marge en termes de choix de contenu et tout ça. Dans ce cadre, la question du doublage a été particulièrement délicate parce qu'évidemment, ça a été vu notamment par des acteurs et des producteurs de contenu en langue locale, comme notamment les producteurs en langue yoruba, comme une véritable attente à leur secteur. C'est-à-dire que jusque-là, si vous voulez, il n'y avait que des Yoruba qui produisaient des contenus audiovisuels en Yoruba. Et du coup, même lorsque ces contenus étaient de qualité technique, notamment assez moyenne, ça ne leur empêchait pas de circuler et d'avoir leur économie. Avec l'arrivée de tous ces programmes indiens, chinois et autres traduits en Yoruba, il y a un problème économique parce qu'il y a une rivalité qui n'était pas là avant et aussi un problème lié culturel, disons, c'est-à-dire que beaucoup de producteurs se plaignent du fait qu'on puisse offrir comme exemple des modèles culturels qui n'ont rien à voir avec la culture yoruba, mais de les faire passer à travers la langue yoruba. Donc, il y a beaucoup de controverses là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est que la réponse de StarTimes, au fur et à mesure, après cette véhémente réaction des producteurs, ça a été d'offrir, de produire donc, des séries en langue yoruba par ces mêmes producteurs yoruba, et donc de s'engager dans le financement de ces séries. Et c'est comme ça que StarTimes a finalement commencé à faire des productions locales. Et du coup, ça montre à quel point, disons, l'action de ces acteurs, d'un acteur comme StarTimes, en fin de compte, est aussi le résultat d'une négociation continue, perpétuelle entre les acteurs africains et les acteurs chinois. Donc, je m'arrête là. Donc, pour résumer, voilà, c'est une approche à ce paysage assez complexe d'interaction Chine-Afrique en termes de médias qui privilégie une approche micro, par le bas, disons, en proximité avec ces acteurs, pour aller un petit peu au-delà des narratifs plus larges et souvent un petit peu peut-être plus généralistes par le soft power. Donc, une approche qui essaie de prendre en compte les imaginaires, aussi les expériences, et puis la dimension aussi des infrastructures qui est très importante là-dedans, notamment on l'a vu avec le cas de StarTimes, et qui veut faire remonter l'importance du rôle des acteurs africains dans ces dynamiques, parce que souvent dans les analyses produites jusqu'aujourd'hui, il y a tendance à marginaliser un petit peu le rôle de ces acteurs et à les aplatir en fait, en quelque sorte, sous la force écrasante de l'action
de la Chine en Afrique. Je m'arrête là et si vous voulez, je peux vous montrer rapidement les clips ou sinon on ouvre la discussion et puis je vous montrerai après. Je crois qu'on se sentirait frustré si on ne voyait pas un petit peu quelques images. Très bien. Alors, je vais les faire dans l'ordre un petit peu lié aux 3 axes. Je vais commencer par l'exemple d'un film, disons, entre guillemets, de kung-fu et arts martiaux ivoiriens, à partir duquel je me suis intéressé dans cette question. Alors, voilà, je lance le partage. Le film s'appelle Ultimatum et il est produit donc par un jeune, produit par un jeune ivoirien, lui-même athlète, disons, pratiquant d'arts martiaux, qui a demandé donc à des anciens Zigei de venir sous le set pour participer à former les acteurs à la lutte et pour les préparer au film. Winche, j'espère que tu ne parles de freux le nez et les affaires qui ne te regardent pas, hein. La maudit là. Vous avez mon... Comme elle a un poulet black. Ah non, mais c'est pas moi. Là, mon poulet. C'est mon poulet. J'ai dit, c'est ton poulet là avec mes fatigues. Et puis, il tabasse ça tout de suite là même. Les enfants savent courir mais ne savent pas se cacher. À cause de toi que Matador est mort. Mon petit mort là. Là. Donc, celui-là, il est, comment dire, il mélange de toute manière aussi toutes ces influences dont j'ai parlé avec le contexte post-guerre civile, disons, de 2012 au Côte d'Ivoire. Donc, il situe en termes de socialement tout ça à l'intérieur du contexte qui a suivi les violences électorales, post-électorales en Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer ensuite les pas de danse de John Pololo, donc héros du mouvement des Zigei, qui avait créé cette danse de Nyama Nyama, qui s'inspire donc là aussi des mouvances d'acteurs de Kung Fu. Attendez. J'arrête parce qu'il répète à plusieurs reprises le mouvement. Donc ça, c'est années 80, début années 90. Et puis, je vais vous montrer la bande-annonce du film Made in China. Ici, elle est écrite en amérique parce que le DVD que j'ai, disons, il circule avec des sous-titres. Mais la bande-annonce, malheureusement pas. Mais au moins, vous avez un visuel. Dingatanya to.
ትውውቅ ያመጣው ብልሃት ብልሃቱ ያስከተለው ጊዜያዊ ደስታ ደስታውን ተከትሎ የመጣ ጭንቀት በቻይናውያንና በኢትዮጵያው መካከል የተፈጠረ ፍጥጫ ስማ ዛሬ ትልቅ አገራዊ ጸብ ነው የሚነሳው ሲሉ ሜድ ኢን ቻይና ድንቅ ኢትዮጵያዊ ሲኔማ Voilà, c'est reparti. Excusez-moi. Et puis un cœur, j'en ai deux derniers. Là, c'est un petit reportage de CGTN en anglais sur le doublage des séries chinoises, qui nous permet un petit peu de voir le travail de doubleur. Into foreign languages to reach global audiences. It's a challenging but rewarding job for a group of African voice actors and actresses living in Beijing. Reporter Wang Mangzhen follows their story to find out what role they are playing in enhancing the cultural bonds between China and Africa under the Belt and Road Initiative. Let's take a look. It's routine work for Happiness, a Tanzanian voice actress, dubbing Chinese dramas into Swahili. But back in her country, she was a famous on-camera celebrity. I do acting for quite a little bit longer. Yeah, I started when I was a teenager. So I want to get different experience because I really like to learn new things like every day. Good thing there is another friend posted that in WhatsApp group. There is audition somewhere. For her, it was a life-changing audition. Only 10 out of more than 2,000 were chosen, and she was one of them. But from stage to studio, it was not as easy as she thought. At the beginning, it was a little bit hard. You can do things, dub maybe 5 minutes, and then you forget. Something came up. But at the end, I master all of those. I can even teach someone how to do it. Happiness says now many of her fans enjoy watching Chinese dramas and can recognize her voice without seeing her face. The pay TV operator Star Times is behind the huge project, dubbing popular Chinese movies and series into local languages. Now it's serving more than 20 million users in 30 African countries. Happiness is just one. Je m'arrête ici parce que sinon ça prend trop de temps. Et peut-être une dernière minute d'un reportage sur la coproduction en vue pour ce film 30 Days in China. Et puis, c'est fini. Hi guys, my name is AY and I'm here very excited about what is coming up concerning the collaboration that has to do with Nigeria and China. It's coming to you courtesy of Wow Media, the AY brand and Film One. And the trip to China was designed to have a basic understanding of the Chinese movie industry and get to see and know the people that we're working with. They treated us to a wonderful time, from staying in a 7-star hotel. I can't even call it 5-star. We moved to China Film Corporation. That was the wow factor. You guys needed to have seen the studios. Massive studios, like almost the size of Lekki Phase 1. They showed us one part on the map, and that one part on the map is like the whole of my estate times 4. J'arrête là parce que après ça continue de manière assez personnelle à raconter ce voyage et ce qu'ils ont vu, mais bon, juste un petit exemple et voilà, c'est fini. Écoutez, merci beaucoup. Ah, mais ça méritait le coup de voir un petit peu ça parce que ça illustrait tout ce que nous avions pu voir. Hein.
Bon, effectivement, l'intervention a duré un peu plus longtemps, mais nous le regrettons pas, parce que, en fait, vous avez tout à fait 3 exposés qui peuvent être totalement distincts. On a vraiment visité entièrement les recherches que vous avez menées. Alors, je dois avouer que la conclusion, j'aime bien, il ne faut pas que la vision soit polarisée sur la relation Afrique-Chine, mais ma question que je vais vous poser, c'est précisément, n'est-ce pas ce que vous êtes en train de faire? Parce que vous avez établi un continuum chinois des films de Kung-Fu jusqu'à Star Times. Star Times, bon, quoi qu'on en dise, quelle que soit la qualité de ses productions, c'est comme un instrument qui veut creuser la relation entre l'Afrique et la Chine. Hein. Tandis que les films de Kung-Fu à l'époque, c'était des films qui étaient faits par des Chinois à destination des Chinois et qui n'étaient pas les Chinois de Chine populaire. Et donc, c'est en fait un avatar commercial de ces films sans, dirons-nous, référence spécifique à la Chine ou à l'influence chinoise ou à l'intérêt, etc. Bon, certes, c'était une façon, j'ai compris que vous vouliez inverser la vue, c'est-à-dire partir des Africains. Mais malgré tout, vous êtes en train, par ce biais, d'essayer de créer une histoire dans le temps. Et je dirais que dans une certaine mesure, c'est peut-être aussi un peu ce que pourrait souhaiter le gouvernement chinois actuel, c'est que tout soit lié, essentialisé, pour montrer une permanence d'une culture chinoise qui est ouverte sur l'Afrique, etc. Donc, indirectement, en établissant ce continuum, vous faites un petit peu la caisse de résonance de Pékin. Je dis les choses volontairement pour vous provoquer une réaction, une réponse. Merci, c'est intéressant de voir les choses comme ça. Si vous voulez, bon, mon intention n'est pas forcément celle-ci, mais n'est pas non plus du tout celle de condamner particulièrement. Voilà, c'est-à-dire, un gros problème que je trouve dans la littérature, en tout cas sur les médias chinois en Afrique, c'est précisément cette inévitable orientation de devoir les qualifier, positifs, négatifs, dire si c'est bien ou c'est mal. Tandis que, voilà, pour moi, à travers ces 3 cas, c'est de montrer la complexité, c'est-à-dire l'impact de Kung Fu, c'est pas bien ou mal, c'est pas... Moi, je n'ai pas parlé, qualifié, j'ai pas du tout qualifié, j'ai simplement... Non, bien sûr. Mais comment dire, c'est pas non plus... C'est-à-dire, moi, ce que j'observe par rapport au cas de Kung Fu, c'est voilà, cette dynamique historique où, à la fois, c'est un produit qui a été vraiment très important dans la culture cinématographique continentale, très peu étudié, largement ignoré dans les efforts conscients de soft power chinois jusqu'à récemment, maintenant récupéré, mais qui a sa vie en tant qu'objet culturel, qui a produit des effets qui vont bien au-delà de vision simpliste de soft power, c'est-à-dire que c'est difficile de réclamer comme soft power un mouvement de danse ou des gens qui se tabassent entre eux dans les banlieues d'Abidjan, comment dire, mais c'est quand même une trace qui, en tant que dans cette dimension plus historique, m'intéresse d'aller explorer. Pour ce qui est des personnages chinois dans les films, là aussi, moi, je trouve que par rapport à la littérature qui s'intéresse beaucoup à regarder comment ils sont représentés, ces Chinois, au fond, dans ce texte, pour moi, ce qu'on montre, c'est qu'ils sont un objet de décor dans un discours tout à fait qui va vers toute autre chose et qui est beaucoup plus autocentré, entre guillemets, afrocentriste, c'est-à-dire qu'il s'inquiète et se préoccupe de ses propres problèmes politiques, etc. Et les Chinois, comme objet narratif dans ces films, sont un prétexte pour dire autre chose. Et dans Star Times, ben voilà, là, c'est des développements contemporains à voir. Moi, sur cette recherche, ce morceau de recherche, moi, ça m'intéresse plus aussi l'impact que tout ça a à la fois sur le contenu de production et sur l'industrie de l'audiovisuel en soi. Et je trouve le rôle de Star Times très intéressant, mais je constate aussi une espèce d'incapacité d'aller au-delà d'un certain niveau, parce qu'en fin de compte, je n'en ai pas parlé aujourd'hui, mais dans une partie de ma recherche, j'ai comparé le travail de Canal+, mettons, et celui de Star Times. Ben, ce qu'on voit, c'est que paradoxalement, contrairement à toute la rhétorique chinoise, le fait que ne pas avoir un passé colonial en Afrique les aide
à élargir leur marché, tout ça, bah, en fait, dans certains contextes, on voit précisément l'opposé. C'est le manque d'un lien colonial qui empêche à la Chine de gagner certains marchés, etc. Au Côte d'Ivoire, c'est assez flagrant. C'est-à-dire que les réseaux, entre guillemets, france-africains sont tellement forts, et notamment du côté aussi ivoirien, c'est-à-dire qu'on va rappeler, même les acteurs français, venez nous offrir un truc parce qu'on ne veut pas aller avec les Chinois. Et du coup, il y a cette contiguïté historique créée par le colonialisme qui est tellement forte que même là où on voudrait dire non, non, on est content, hein, oui, bien sûr, il y a une multiplication des espaces, des ressources potentielles, mais en fin de compte, notamment les élites, restent très attachées à ce lien historique, culturel qui est. Et c'est sur ça que StarTimes se bloque, parce qu'elle n'est pas capable d'aller au-delà d'une entrée qui se fait par la compétition commerciale, mais qui n'arrive pas à séduire en fin de compte. Voilà. Xavier, Catherine, vous souhaitez certainement intervenir. Oui, oui. Non, non, il y avait beaucoup de choses intéressantes. C'est vrai que l'entrée cinématographique est intéressante, hein, et pertinente. Après, elle est très différente de la santé, par exemple, de l'agriculture, évidemment du domaine militaire, pour ne citer que ces domaines d'intervention chinois. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Et moi, je connais très peu, hein, Catherine beaucoup mieux que moi, par exemple. Donc, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ton avis, Alexandre. Et comme le disait Thierry, on a en fait 3 sous-thèmes dans le grand thème. Donc voilà. Donc moi, je ne te cache pas évidemment que le premier m'a beaucoup plus intéressé que les autres. Ah, j'ai pas mis ma caméra. Ah ouais. Ok. Non, le premier sur Abidjan, évidemment, m'a beaucoup intéressé, forcément. Notamment le fait qu'on puisse territorialiser les cinémas, en fait, qu'on ait à l'époque des spécificités communales, en fait, socio-spatiales, et que les cinémas, avec le kung-fu, puissent être interprétés dans ce cadre-là. C'était assez intéressant. Donc, tes circuits, là, les 2 grands circuits que tu nommais. Bon, voilà. J'avais une toute petite question là-dessus, et après 3 autres questions plus larges, mais vraiment plus larges, hein, c'est un peu des questions naïves, enfin en général. Les films de Kung Fu à Abidjan étaient traduits en français, j'imagine, pas que en anglais en tout cas, mais ils étaient achetés où? En France et ramenés en Côte d'Ivoire? C'est souvent pour ces cinémas-là, étant qu'ils sont, à l'époque, la majorité était contrôlée par des entrepreneurs libanais. C'était des films qui passaient par le Liban. C'est beaucoup l'histoire de ces films, aussi les films indiens. Il faudrait aller voir, comment dire, copie par copie. C'est souvent des copies en fin de course. Donc, ils arrivent dans des états compliqués, parfois avec un sous-titrage, avec un autre sous-titrage au-dessus. Il y a eu beaucoup de copies avec sous-titrage arabe qui sont arrivées en général. Donc, c'est difficile de savoir. Ça dépend copie par copie. Il y en a certains qui sont arrivés en français sûrement. D'autres, les films indiens ont beaucoup circulé sans aucun sous-titre en hindi et ça a quand même fonctionné. Donc, voilà. La question de la langue, souvent, notamment pour des films comme ça, ce n'était pas absolument central, d'autant plus que dans le kung-fu, voilà, il y a les films de Bruce Lee, je ne sais pas si vous en avez vu quelques-uns, il y a des très longues séquences où il n'y a en fait pas vraiment de mots, sauf d'écrit et de l'action. Mais c'est une question tout à fait importante et légitime, mais sous laquelle c'est un petit peu difficile d'obtenir voilà, un cadre général. Ouais. Excusez-moi, vous m'entendez? Oui, on vous entend, Catherine. Parce que j'ai parfois il y a la connexion qui disparaît un petit peu. En tout cas, merci beaucoup. J'ai trouvé votre communication très intéressante. Je m'étais un petit peu penchée, moi, pour mon mémoire de master sur les présences chinoises dans le domaine de l'audiovisuel. J'avais eu beaucoup de difficultés à trouver des choses vraiment concrètes, notamment dans le domaine de la production. C'est-à-dire que quand j'avais arrêté, je crois que j'ai passé mon mémoire, je ne me rappelle plus, c'était 2018 ou 2019, quelque chose comme ça. Il y avait vraiment très, très peu de tentatives encore de la part de StarTimes ou d'autres producteurs chinois venant de Chine de produire de l'audiovisuel parce que comment dire, j'étais arrivée à cette conclusion-là parce que je m'étais rendu compte que de fait, les entreprises chinoises regardaient un petit peu le marché africain de l'audiovisuel comme était le marché chinois il y a 20-25 ans, c'est-à-dire
encore trop faible à un niveau économique pour arriver à équilibrer les coûts de production et notamment après la diffusion, par le manque de salles également, par le manque de moyens. Donc, je suis contente de voir que les choses ont un petit peu évolué dans ce domaine, d'après ce que vous dites, parce qu'à l'époque, je n'avais trouvé trace que d'une série qui avait été effectivement produite au Nigeria avec un réalisateur nigérian. Mais ailleurs, non, la production de contenu que j'avais trouvée, c'était plutôt des émissions, mais pas de fiction ou de série. Donc, à ce niveau-là, je trouve que c'est intéressant de voir cette évolution. La deuxième chose que j'ai notée, dont vous avez peu parlé, en fait, c'est qu'effectivement, l'attraction de l'offre de StarTimes se fait par le tarif, mais beaucoup, vous l'avez évoqué également, beaucoup par le sport. C'est-à-dire qu'ils ont, alors là, pour le coup, investi de l'argent pour avoir l'exclusivité de retransmission de grands événements, comme à l'époque, je crois, la dernière Coupe du Monde en Afrique, c'est eux qui avaient eu l'exclusivité. Et des amis congolais, là, pour le coup, me disaient en fait, effectivement, le succès de StarTimes tient au sport et tient je veux dire, au fait que c'est vraiment très peu cher. Et les gens qui ont de l'argent, en général, dans les pays francophones, s'abonnent de toute façon à StarTimes pour avoir l'accès aux produits sportifs. Et après, prennent, alors les anglophones prennent DSTV et les francophones, bien souvent, prennent Canal+. Donc, c'est mais l'attraction, en tout cas, comme vous l'avez très bien expliqué, l'attraction de StarTimes sur les classes aisées est beaucoup plus difficile. Donc, je ne sais pas si ça a un petit peu changé ou pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est ce que j'avais noté à l'époque. Et la question que j'avais, c'était est-ce que le Covid, avec l'arrivée des plateformes numériques, a fini par balayer, il y avait un manque de salles, c'est certain, mais ça a changé, je pense, encore plus les habitudes de consommation des produits audiovisuels. Est-ce que vous avez pu faire des recherches depuis ou pas? Ou est-ce que vous avez noté un accroissement parce que je sais que StarTimes s'était un petit peu également lancé dans les plateformes digitales et notamment via une application. Alors, j'avais noté un problème très important qui était le coût des débits des données sur les téléphones portables, qui faisait que ces applications en fait, de télévision revenaient très, très cher aux Africains. Donc, je ne sais pas si ça, depuis, j'ai pas poursuivi mes recherches dans ce domaine-là, si la montée des plateformes avec le Covid et l'arrivée des équipementiers en téléphonie, et notamment en satellite, a pu faire évoluer cette partie. Merci beaucoup. Et je répondis d'abord un instant sur vos deux commentaires. Effectivement, je vais peut-être donner la fausse impression qu'ils s'engagent beaucoup dans la production. La situation a évolué sûrement par rapport à ce que vous avez vu, mais en cœur, ils sont entre guillemets un peu timides dans la production. C'est beaucoup plus, c'est sur lequel ils ont beaucoup investi, c'est la question de doublage, aussi en bénéficiant des financements de la Belt and Road Initiative. Sur la production, ça reste, il y a beaucoup plus d'émissions, de reality shows, de trucs comme ça, aussi dans les autres pays. Et puis, au Nigeria, ils se sont lancés dans quelques séries, mais on est encore comparé, mettons, à d'autres, mettons la vitesse avec laquelle Netflix s'est lancé dans la production, il n'y a pas pareil, en fait. Effectivement, la question de la consommation en streaming, là aussi, ça n'a pas énormément changé par rapport à ce que vous avez vu. L'app, que ce soit StarTime On, je ne sais pas comment ça s'appelle, ou d'autres, restent difficiles d'accès, restent limités à la limite en élite parce qu'il y a le coût des données qui reste très important. Et on a vu un changement par rapport à Netflix avec la pandémie parce qu'il y a eu une augmentation des abonnements à Netflix à travers le continent, sauf qu'on a beaucoup de mal à avoir des chiffres parce que Netflix ne les donne pas, ne publie pas sous les abonnements. Donc, il y a des compagnies indépendantes qui essayent en croisant de données. Mais bon, à l'état actuel, on parle d'environ 1 million d'inscriptions dans tout le continent. Où il y a sûrement une très large majorité qui est en Afrique du Sud, et puis le Nigeria, ça devrait être le deuxième pays pour nombre d'inscriptions, mais on reste sous des taux
assez bas par rapport à la pénétration de la télévision, qui à mon avis reste et restera à mon avis pendant un certain temps encore le médium dominant. Et donc, là on voit en fait les compétitions, les gros jeux d'acteurs, c'est entre DSTV, Canal+, et c'est là que mettons Hiroko TV à un moment a décidé il avait fait à un moment un accord avec StarTimes parce qu'il s'est rendu compte qu'en allant sur StarTimes, il rejoignait tout un autre public. Et maintenant, en Afrique du Sud, Netflix fait un partenariat avec DSTV. Alors ça peut être quelque chose qui va changer la donne parce que si les contenus de Netflix arrivent par câble, là, ça permet, voilà. Il y a eu sûrement une augmentation liée au Covid, mais moi, je dirais que ça reste très concentré sur les élites et voilà. Et ça reste en chiffre absolu pas énorme. Ouais. C'est-à-dire, c'était un petit peu ce qui m'avait bloqué quand j'avais fait mes recherches, c'est que je m'étais rendu compte que, en tout cas, la présence chinoise en termes de production, au niveau de la diffusion, oui, mais en termes de production, ça restait vraiment quelque chose encore d'extrêmement marginal. Et je pense que c'est avant tout dû à une défiance de la rentabilité du marché africain pour le moment. C'était un petit peu la conclusion à laquelle j'étais arrivée. C'est-à-dire, quand on regarde les chiffres même des deux grosses économies cinématographiques, que ce soit du Nigeria et de l'Afrique du Sud, quand on les met ensemble, on arrive au même résultat où était la Chine il y a 25 ans. Donc, on est à peu près sur des volumes équivalents et au nombre de salles équivalent. Donc, c'est très intéressant, mais je pense qu'en tout cas, StarTimes n'a pas d'intention de produire des choses qui seraient orientées vers la salle. Ça, j'ai jamais trouvé d'éléments qui fassent penser qu'ils pourraient aller dans cette direction. Eux, c'est plutôt éventuellement de contenu pour la télé. Et là, le modèle éventuellement est différent parce que on comptabilise pas forcément l'effet, le budget d'une production d'une série, mais c'est plutôt, ça peut avoir un effet différent en termes d'inscription. Et donc, mais je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais voilà, la dynamique économique, les calculs qui se font sont un petit peu différents. Mais ça n'empêche qu'ils n'ont pas non plus décidé d'investir de tonnes d'argent dans les séries. Voilà. C'est ça, ça n'a pas changé. Donc. Wawa Media a effectivement investi de manière importante sur quelque chose aussi qui n'est pas forcément lié au contenu avec une présence chinoise, c'est-à-dire que 30 Days in China, c'est vraiment un exemple limite, mais dans le paquet de coproduction qu'ils ont fait entre Wawa Media, une compagnie sud-africaine, et Film One, c'est un paquet de 10 ou 15 films. Ils ont en fait établi un fonds. Et sur ces films, il y en a beaucoup qui ont été déjà produits. Et c'est des films de Nollywood classiques, si vous voulez, de New Nollywood qui va en salle et puis sur Netflix ou je ne sais pas, autre. Donc, c'est plutôt vraiment un calcul économique de Wawa Media qui voit que Netflix, que beaucoup de grosses boîtes s'intéressent à Nollywood, qui se dit pourquoi pas y mettre un pied dedans, on va voir où ça va. Parce qu'en tout cas, toutes les grandes compagnies qui s'intéressent en ce moment à Nollywood, ils ne le font pas vraiment par rapport au marché nigérien, mais par rapport à l'importance que Nollywood commence à avoir globalement pour un public pas noir. Donc, si Wawa Media, à un moment ou l'autre, va faire, je ne sais pas s'il a d'ailleurs une plateforme ou un truc international, il aura besoin aussi de contenu noir pour essayer de capter un public noir. Et dans ce cadre, il a tout l'intérêt à avoir un pied dans Nollywood. Pour un public chinois, étant que les Africains en Chine sont relativement peu nombreux et ils consomment Hollywood par d'autres réseaux. Mais voilà. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Blaise Aplogan. Vous nous entendez? Mais vous n'avez pas mis le son. Non, le micro est coupé. Oui. Ah, ça y est, c'est bon. Oui, donc moi, je ne m'intéresse pas à l'aspect cinéma, média, mais je suis africain, je suis à la fois nigérien et béninois. Et donc, moi, ce que je voulais dire, c'est par rapport à la continuité des rapports entre l'Afrique et la Chine. Parce qu'on ne peut pas sous-estimer cette continuité et croire qu'elle est négligeable. En effet, les Africains sont conscients aujourd'hui que, par exemple, les Chinois avaient été en contact avec l'Afrique bien avant les Occidentaux. Donc, du coup, quand ils veulent maintenant considérer, oui, les expéditions de Zheng He le prouvent,
3 expéditions en Afrique qui ont commencé en 1450 et les Africains le savent. Et ils ont tendance, hein, c'est ce que je crois, à comparer ces rapports qu'ils ont eus avec les Chinois avec ceux que les Occidentaux ont ensuite instaurés à travers plusieurs formes, l'esclavage, le colonialisme et aujourd'hui le néocolonialisme. Donc, en fait, quand on arrive au cinéma, qui est quand même un mode de véhicule de l'imaginaire, eh bien, il y a toujours l'aspect moral, l'aspect éthique. Et donc, la comparaison, à mon avis, se situe aussi à ce niveau. Merci beaucoup. Je n'ai pas de réaction particulière, mais merci pour votre commentaire. Oui, c'est tout. Enfin, voilà, cette question de la durée est fondamentale. Et d'ailleurs, je ne suis pas rentré là-dedans, mais il y a voilà, toute l'histoire des présences médiatiques aussi en soi qui est très important et qui pourrait être développée beaucoup plus que je l'ai fait ici. Et il y a des gens qui l'ont fait déjà bien mieux que moi. Et donc, voilà, notamment les radios, la presse, il y a toute une histoire avant même celle du cinéma ou de l'audiovisuel qui est plus récente. Mais oui. Ok. Xavier, je crois que tu avais encore des questions. Oui, j'ai pas eu le temps de poser mes questions tout à l'heure. En fait, je rebondis juste sur ce que notre collègue vient de dire et surtout sur ce que Thierry disait au début. Il faut quand même bien déconnecter, il faut bien séparer les dynamiques individuelles des collectives, les publics des privés, les parapublics des semi-privés, etc. Donc là, je trouve que justement Abidjan était assez représentatif parce que la Chine reconnaît, la Côte d'Ivoire et la Chine se reconnaissent en 83, et donc on a déjà des films de Kung Fu avant, comme on en aura après, avant pendant Taïwan, et puis après avec la RPC. Et c'est évidemment pas la reconnaissance bilatérale qui va amorcer les flux de films de Kung Fu ici en Côte d'Ivoire. Donc, bon, bref. Et donc, une question rapide dans ce cadre-là. Est-ce que l'ambassade ivoirienne, l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire, notamment, mais peut-être au Nigeria ou ailleurs, utilise un petit peu, instrumentalise le cinéma? Est-ce qu'on a des semaines du cinéma chinois? Est-ce qu'on a des projections, des choses comme ça? Donc là, c'était un petit peu des festivités, en fait. Comme on peut avoir des reportages photos. Je me rappelle, à Abidjan, on avait ça à l'ambassade de Chine. On a également des troupes par exemple, culturelle chinoise, donc le folklore, la danse, la musique, qui passent en Afrique, en tout cas dans certains pays africains. Donc, est-ce que le cinéma est un outil également maintenant, comme tu l'appelles, du soft power, même si moi, je ne suis pas un grand fan de l'expression de Naï, mais est-ce que c'est utilisé par les ambassades localement ou pas trop finalement? Donc ça, c'était une question. Autre question un peu en lien, est-ce qu'on a des bourses, des financements pour faire venir un peu des jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, producteurs, je ne sais pas, je ne connais pas très bien le métier, mais la Catherine pourrait m'aider, mais des scénaristes, des techniciens en Chine pour se former dans des boîtes ou dans des centres chinois, à l'image d'étudiants évidemment qui vont aller en Chine dans les facs. Et dernière question très rapide, est-ce qu'on a de plus en plus justement de producteurs, de monteurs éventuellement, etc. Bon, bref, de Chinois, pour le dire comme ça, dans les festivals de cinéma, le FESPACO et d'autres en Afrique. Et inversement, est-ce qu'on a de plus en plus d'Africains qui vont en Chine dans potentiellement, j'en sais rien, mais des festivals de cinéma en Chine? Merci, ce sont toutes des questions très intéressantes. Alors, pour la première, ambassade et tout ça, il y a des semaines du cinéma, il y a des semaines de cinéma chinois, au Nigeria comme en Côte d'Ivoire, je pense ailleurs. C'est aussi, là, je viens de lire récemment un papier qui retrace de manière bien plus détaillée l'histoire longue de ça, et ça remonte assez loin dans le temps, des tentatives notamment de faire des semaines de cinéma chinois, par exemple en Égypte, au Soudan, et après, la question à poser éventuellement est quel succès ils ont eu. Ça reste plus difficile, moi, étant que je ne les ai pas étudiés. Mais et leur continuité, j'ai l'impression qu'il y a eu des périodes où ça a été un peu un objectif, une tentative, puis un peu abandonné, puis repris. Donc voilà, ça ne me semble pas, en tout cas pour ces deux pays, quelque chose dont on peut voir vraiment une action de longue date, insister, etc. Par contre, il y avait cette espèce de caravane plus orientée vers la possibilité d'ouvrir des coproductions, etc., qui a tourné différents pays d'Afrique, qui est plus récente et qui était plus orientée vers l'industrie.
Et je crois qu'ils ne la font plus, mais ça a tourné un petit peu à partir de la moitié des années 2010. Et voilà, là aussi, étant que je n'ai pas fait une recherche de premier main sur ça, je ne sais pas qui l'a fréquenté. C'était quelque chose qui a produit des échanges importants. Mais à ma connaissance, il y a très peu, voire aucun professionnel africain qui se déplace pour les festivals en Chine. Ce n'est pas un objectif, ils vont beaucoup plus. Et je ne suis pas à connaissance de bourses spécifiques pour les professionnels de l'audiovisuel, exception faite pour les bourses dont j'ai parlé pour le doublage. C'est un programme spécifique de StarTimes. Par contre, mettons, la chose est bien différente pour l'Inde, qui est devenue vraiment une destination de formation pour les Nigérians, par exemple, pour aller se former dans les métiers du cinéma, parce que ça coûte moins cher, c'est plus facile d'obtenir le visa. Et j'en ai croisé beaucoup qui sont partis faire des formations, même assez ponctuelles, de quelques mois, en Inde. C'est que le cinéma chinois, tandis que le cinéma indien, il est vraiment très connu par le public, donc ça, c'est un référent. Le cinéma chinois, notamment contemporain, il n'est pas vraiment connu ni par les professionnels ni par le public. Il y a Kung Fu, le cinéma de Kung Fu, c'est une référence de culture populaire, mais ce n'est pas forcément à ça qu'ils veulent aller se former sur cette base-là. Et puis, tu avais demandé un autre truc. S'ils vont des acteurs de l'audiovisuel chinois vont à des festivals. Je ne pense pas trop. Enfin, je n'ai pas pu aller au FESPACO ces dernières 3 éditions, donc je ne sais pas trop dire. Les fois, j'allais avec une certaine régularité à la moitié des années 2010, je n'ai jamais croisé des professionnels chinois. Mais là aussi, je me dirais que s'ils vont quelque part, ils n'iront pas forcément là-bas. Je les ai vus au Discope, ce sont les foires. Le Discope, c'est une foire pour les professionnels de l'audiovisuel où on fait des contrats de contenu, on s'échange de contenu, tout ça, qui est ouvert qu'aux professionnels. Il y a pas on montre aucun contenu, c'est des stands, c'est une foire, quoi. Là, il y en avait beaucoup. Il y avait CCTV à l'époque et d'autres. Il y avait StarTimes et puis ils vendent et rachètent des contenus. C'est là où ils font le contrat pour acheter des telenovelas, par exemple. Ça, c'est sûr qu'ils y vont. Et puis peut-être au niveau de cinéma, vraiment, c'est possible qu'ils aillent, je ne sais pas, à Durban, où il y a une grande foire de films à côté. Donc, il y a le côté marché, au-delà du côté public. Mais c'est peut-être, là, je vais sur l'intuition, hein, mais je me dirais que ça va être plutôt des cas un petit peu isolés ou éventuellement des représentatifs locaux d'une compagnie ou d'une autre, mais pas forcément quelqu'un qui voyage de Chine exprès pour ça, au moins que ça soit des chercheurs, parce que on sait, si je ne me trompe pas, Catherine le connaît aussi, il y a quelques chercheurs chinois qui avaient commencé à faire des recherches sur le cinéma africain, etc. Alors là, c'est notre discours. D'accord, merci. Je ne sais pas si parce que c'était 3 questions, je ne sais pas si je les ai touchées toutes les 3. Si, très bien, très bien. Merci. Oui, qui souhaite intervenir, poser une question? Il nous reste encore 5 minutes. Bon, alors moi, je vais me poser une petite subsidiaire que j'avais regardée là. À propos du doublage, là, tout à l'heure, dans le reportage, on a vu quelqu'un qui lisait un texte, il y avait le texte chinois et le texte anglais derrière. Ça, c'est quelque chose que peuvent très bien assurer et garantir les studios chinois en Chine. En revanche, lorsqu'on passe au Yoruba, ça me paraît beaucoup plus délicat. Notre ami Jorang s'était mis au Yoruba précisément parce que c'était une langue qui n'était pas pratiquée du tout ou enseignée du tout en Chine. Et donc, je me disais quelle était la façon dont les choses étaient entreprises et par ailleurs, quel était le contrôle que pouvaient exercer éventuellement les studios sur la qualité de la traduction. Disons que l'expression en Chine est quelque chose qui est extrêmement surveillé, tant pour les raisons grammaticales que pour des raisons politiques. Donc, quand on passe à des traductions dans des langues, je dis non pas rares, mais peu enseignées ou peu connues en dehors des zones géographiques où elle est pratiquée, comment on fait? Et très important comme question, notamment celle du contrôle des contenus, mais sur ça, j'espère avoir des éléments de réponse quand je pourrai faire mon terrain à Pékin sur ça.
en fait, il faut souligner que le doublage est fait par des Africains qui sont recrutés en Afrique des différents groupes linguistiques. Donc, comment dire, l'élément connaissance de la langue, ça vient de là. Et ils sont souvent, je ne sais même pas s'ils parlent, enfin, ceux qui sont là depuis un moment, ils auront appris aussi le mandarin. Non, mais ça, si vous voulez, c'est pas grave, parce que mandarin anglais, c'est de l'amont vers l'aval. Tandis que là, le Yoruba, ça risque d'être de l'aval vers l'amont. Donc, le contrôle devient très difficile. Tout à fait. Non, je suis d'accord. Ce qui se passe, à mon avis, enfin, ces gens sont amenés là-bas avec des bourses formées au doublage professionnel. Après, il y a une traduction en amont faite par le personnel de Star Times là-bas, du mandarin à l'anglais ou au français, mais surtout l'anglais, parce qu'en fait, dans les pays francophones, ils font doubler qu'en français, ils ne vont pas sur les langues locales pour l'instant, peut-être au Congo même. En tout cas, donc les langues qu'ils produisent en ce moment, c'est surtout Hausa, Yoruba et Swahili. Donc avec ces trois langues, ils donnent le texte anglais à la personne qui fait le doublage pour produire je ne sais pas si cette personne l'écrit ou improvise. En tout cas, après, la série est doublée dans une de ces trois langues. Donc, et c'est sûr que là, à ce moment-là, du passage de l'anglais à la langue africaine en question, il y a une espèce de trou en termes de contrôle, ça c'est sûr. Après, il faut aussi dire que ce qu'ils doublent, ce n'est pas forcément ni des contenus, comment dire, qui ont quelques... Enfin, bien sûr, il y a potentiellement un contenu politique, mais il peut toujours y avoir, mais c'est souvent une série qui a été doublée en Swahili qui a beaucoup circulé, c'était une série romantique, disons. Donc, même si il y a un écart, on sait quand même que le choix des mots peuvent être quelque chose d'excessivement important sans vouloir a priori faire de la grande politique. Tout à fait. Mais, disons que selon les mots et selon la résonance que ces mots peuvent avoir dans une culture, c'est projeter une image de la Chine qui pourrait être assez différente, sans forcément que la traductrice l'ait voulu. Parce que ce ne sont pas des traducteurs professionnels. Donc, leur niveau de connaissance linguistique n'a pas été nourri de façon à pouvoir faire des distinctions subtiles. À ce niveau, cette formation de traducteur peut manquer. Et donc, c'est le premier mot qui vient, qui risque d'être utilisé, et dans une série ou dans une phrase longue, acquérir un sens qui échappe au traducteur, indépendamment du contrôle politique qui pourrait y avoir. Et ça peut être un gros problème, puisqu'on est quand même dans une guerre d'image. Tout à fait. Non, je suis tout à fait d'accord. Et voilà, vous me confirmez l'intérêt d'aller faire ce terrain. Non, mais c'est certain. Je trouve, et puis bon, il y a en littérature anthropologique un petit peu vraiment sur la question de doublage qui souligne précisément ce que vous dites, toute la dimension d'intermédiation et toute la potentialité politique ou de mécompréhension ou de politique involontaire qu'il y a là-dedans, qui est très, très, est très fertile, à mon avis, comme objet aussi d'analyse. Non, parce que, continuons dans la même veine, une traduction, je vous dirais, contrôlée en anglais ou en français, oui. Lorsque le film est perçu dans un pays anglophone ou dans un pays francophone, l'interlocuteur, précisément parce que sont d'anciennes colonies, ont une sensibilité au vocabulaire qui leur permet éventuellement de corriger. Et c'est un jeu qui peut aussi être assez intéressant à voir comment des traductions peuvent être perçues, comment les mots peuvent être reçus. Et en fait, effectivement, comment les mots peuvent être reçus, c'est un souci que nous avons tous lorsque nous participons à un séminaire, et on voit aussi comme ils ont été réceptionnés. Après le séminaire, c'était une façon de signaler que nous étions arrivés à 11h et que je voulais remercier tous ceux qui avaient participé, et particulièrement donc notre intervenant d'aujourd'hui, Alessandro Jedlowski, qui devait déjà intervenir l'année dernière, je crois, et puis je ne sais plus
c'est l'année dernière ou il y a 2 ans. Enfin, Il y a quelques années, oui. on a eu un problème, je ne sais plus lequel à l'époque, mais toujours est-il, donc j'étais très heureux de finalement pouvoir réaliser, vous accueillir avec Xavier Oregan et Catherine, qui sont, dont nous sommes 3 complices pour organiser ce séminaire. Et donc, merci beaucoup. Et j'espère que quand vous aurez fait votre séjour à Pékin ou en Chine, vous viendrez nous dire ce que vous avez vu, entendu, conclu. Car quelle que soit la façon dont on voit les choses, c'est toujours enrichissant. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je vois juste qu'il y a une question qui était passée sous la chat. Je réponds vite fait parce qu'il demandait juste Valérie. Merci pour votre question d'ailleurs. Et donc, si les reportages que j'avais montrés, les deux en fait sont sur YouTube. Donc, si vous voulez, pour celui sur 30 Days in China, vous mettez 30 Days in China en Hollywood et vous allez le trouver tout de suite. Et l'autre, là, vous mettez toujours en anglais, il faut chercher doublage, série chinoise en langue africaine, vous allez trouver. Sinon, je vais partager au cas où avec Xavier. Oui, de toute façon, vous m'adressez votre diaporama, il sera accessible sur le site du séminaire. Et à ce moment-là, comme vous avez mis des références à clips, il suffira de cliquer pour y aller. Donc, c'est parfait. Et d'autre part, vous m'aviez donné un certain nombre d'autres documents qui sont des lectures de travaux que vous avez pu réaliser. Donc, comme pour tous les séminaires, vous avez toute une série de documents et va venir s'ajouter l'enregistrement de la séance d'aujourd'hui. Donc, vous avez vraiment un ensemble tout à fait complet à chaque fois de l'information qui a pu être présentée, discutée ici. Et ça, c'est un des miracles du Covid, si je peux m'exprimer ainsi. Ça nous force à trouver des moyens nouveaux et ne pas travailler selon toujours les formes anciennes, même si ça a des inconvénients par ailleurs, ce qu'on ne saurait ne pas mentionner. Bien, écoutez, merci beaucoup. À bientôt. Dans 15 jours, nous avons une nouvelle séance. Attendez, si vous me donnez juste une seconde, je vais pouvoir récupérer parce que là, j'ai le thème qui m'est sorti de la tête. C'est... Ah oui, la prochaine séance, c'est une séance avec Peter Lamberts, dont le thème est l'Angola marche arrière, les moteurs chinois sur les voies fluviales au Congo. La RDC, oui. C'est-à-dire Congo et RDC, effectivement. Ouais. Donc, voilà. Et puis après ça, on aura 2 autres séances qui suivront. Ça, c'était du 6 avril. Le 20 avril, un scandale sino-congolais, l'exploitation illégale des minerais toujours en RDC. Et enfin, le 18 mai, les motos chinoises par Giorgio Brundo. Voilà. Ouais. Ça, c'est le programme et ça sera le programme qui s'achèvera sur des motos chinoises qui nous emmèneront rêver quelque part. Voilà. Bien. Parfait. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Allez. Au revoir. Au revoir. Et je mets fin à la réunion.